Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Il y a des jeux qui parlent de conquête, d'autres de guerre, et puis il y a ceux qui parlent de quelque chose de beaucoup plus discret, mais beaucoup plus puissant, d'influence. Ici, on n'enverse pas les empires par la force, on ne gagne pas par le bruit. On gagne en manœuvrant, en observant, en tissant patiemment un réseau d'influence et de relations. Aujourd'hui, nous allons parler de Pax Illuminatem, un jeu pour 1 à 4 joueurs, édité par Ion Game Design, conçu par Olivier Kelly, illustré par Madeleine Falge, à partir de 14 ans, pour des parties de 45 à 90 minutes. Dans le jeu, nous sommes plongés en pleine Europe des Lumières, à une idée où les idées circulent plus vite que les armées, et où le véritable pouvoir se joue bien loin des champs de bataille, dans les salons, les universités ainsi que les sociétés secrètes. Chaque joueur incarne un membre influent de l'ordre des Illuminati, dont l'objectif n'est pas de dominer ouvertement, mais de façonner le monde depuis l'ombre, en étendant son influence, en structurant son réseau, et en menant à bien des complots soigneusement élaborés. C'est un jeu dense, cérébral, profondément stratégique, où chaque décision compte, où chaque placement d'influence raconte une intention, et où la victoire se construit lentement, presque silencieusement. Si vous aimez les jeux qui demandent de réfléchir, d'anticiper, alors Pax Illuminatem mérite clairement que vous y attardez. Prenons maintenant place à la table, et voyons comment dans l'ombre, tout commence à se mettre en mouvement. Allez, on va voir comment ça se passe. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de plonger en profondeur dans Pax Illuminatem. L'objectif n'est pas d'aller vite, mais de comprendre le jeu, sa logique, et de ce qu'il cherche réellement à proposer autour de la table. On commencera par expliquer les bases du jeu. La fonction de l'influence, la notion de loge, la manière dont la carte évolue, et comment les joueurs interagissent en permanence à travers ces systèmes. On verra ensuite le déroulement d'une partie, pour comprendre comment les actions s'enchaînent, comment la tension s'installe, et comment les décisions s'accumulent jusqu'au complot et à la fin de partie. On prendra aussi un moment pour parler du mode solo, avec les bots, leur fonctionnement, leur logique interne, et ce que cette variante apporte réellement à l'expérience de jeu. Et enfin, on terminera par un avis, pour analyser le ressenti en jeu, la cohérence entre la mécanique et le thème, la profondeur stratégique, la rejouabilité, et surtout, pour qui le jeu est réellement fait. Prenons le temps, installez-vous, et voyons ensemble ce que le jeu a vraiment à offrir. Nous sommes en 1767. La pensée des Lumières s'est répandue à travers l'Europe, préparant l'avènement de l'ère moderne. Pourtant, en Bavière, le Saint-Empire romain germanique exerce toujours son autorité et réprime la diffusion des idées et des pensées révolutionnaires. Ceux qui souhaitent affaiblir le pouvoir du Saint-Empire et mettre en place des réformes inspirées des Lumières doivent agir dans l'ombre. Le professeur Adam Weishaupt, enseignant à l'université d'Ingolstadt, ambitionne de façonner la Bavière selon les idéaux des Lumières. Pour concrétiser cette vision, il fonde une société secrète, l'Ordre des Illuminati. Dans Pax Illuminatem, les joueurs incarnent un Areopagite, un disciple de haut rang de l'Ordre des Illuminati. Votre mission consiste à accomplir une série de complots de recrutement afin d'étendre l'influence de l'ordre et de développer son réseau de sympathisants. Les joueurs sont en compétition les uns avec les autres pour acquérir de l'influence sur cette communauté grandissante. L'objectif est de réaliser les desseins de Weishaupt avant vos rivaux et de devenir l'Areopagite le plus haut placé au sein de l'ordre. Avant de commencer la partie, prenons le temps de mettre le jeu en place. Commencez par mélanger les cartes Luminari afin de former une pioche que vous placez face cachée. Ensuite, ici, c'est ce qu'on appelle la carte du jeu. Vous allez piocher des cartes et vous les placez face cachée au centre de la table. En fonction du nombre de joueurs, la mise en place est différente. Là, c'est pour 2 joueurs. Plus vous jouez, plus il y a de cartes. Ensuite, vous piochez 5 cartes depuis la pioche et vous alignez face visible à côté de celle-ci. Cet ensemble de cartes constitue la cour. Placez le jeton chambellan sur la carte située tout à gauche de la cour. En haut, je vous ai mis des faveurs. Vous les placez à côté de la carte, 6, 8 ou 10 faveurs de chaque faction en fonction du nombre de joueurs. Toutes les faveurs restantes seront mises dans la boîte. Chaque joueur reçoit un plateau, ainsi que les disques d'influence à la couleur. Les plateaux sont placés autour de la table, en fonction du nombre de joueurs et de la mise en place. C'est-à-dire que là, nous sommes à 2 joueurs. Normalement, un plateau serait ici, et l'autre plateau serait à cet endroit-là. Cette disposition, comme je viens de vous dire, change en fonction du nombre de joueurs. Distribuez maintenant 4 cartes Luminari depuis la pioche à chaque joueur. Ensuite, prenez les cartes contact. Vous les mélangez et chaque joueur en reçoit une, face visible, qui glisse partiellement sous son plateau. Vient ensuite l'attribution des faveurs de départ. Chaque joueur récupère une faveur correspondant à chacun des symboles de faction présents sur sa carte contact. Déterminez maintenant le premier joueur. Le joueur dont la carte contact porte le numéro le plus bas devient le premier joueur et prend la carte premier joueur. Placez ensuite les 4 cubes d'action bonus à côté de la réserve de faveurs. Préparez maintenant les cartes faction, mélangez-les, puis vous en révélez 3, 4 ou 5 en fonction du nombre de joueurs, face visible à côté de la carte pour former la ligne de faction.
Les cartes restantes sont replacées dans la boîte. Mélangez ensuite les cartes plates. Puis placez 2 cartes face visible à côté de la carte. Il s'agit des complots publics. Chaque joueur reçoit maintenant une carte plate privée. Ces cartes restent secrètes pour les autres joueurs. Le reste des cartes plates est placé en une pile près de la carte. Créons maintenant le paquet d'événements. Commencez par séparer les événements Eddy et les événements spéciaux. Puis mélangez chaque paquet séparément. Piochez ensuite 3 cartes Eddy et 3 cartes événements spéciales, puis mélangez-les ensemble pour former un premier paquet. Répétez exactement la même opération une seconde fois. Empilez ensuite ces 2 paquets l'un au-dessus de l'autre. Toutes les cartes événements spéciales restantes sont placées dans la boîte. Vous placez la pile d'événements près de la cour. Cela sert de rappel. Un événement doit toujours être pioché avant la phase de redraw. Avant d'entrer dans le déroulement du jeu, voyons ensemble les concepts et les termes essentiels à connaître. Maintenant que vous avez vu la mise en place, je vais bouger au fur et à mesure des éléments que vous voyez pour vous expliquer et vous donner des exemples. Commençons donc par l'influence. Chaque joueur possède sa propre réserve de disques d'influence. L'influence est placée sur les cartes Luminari afin d'entrer en compétition pour le contrôle de ces cartes, mais aussi pour remplir les conditions requises pour les cartes plates. Parlons maintenant des factions. Le jeu comprend 6 factions différentes. Les nobles, les magistrats, les érudits, les professions, les artistes et le clergé. Chaque carte Luminari est associée à une ou 2 factions. Passons maintenant à la carte, aussi appelée map. La carte correspond à l'ensemble des cartes Luminari placées au centre de la table. C'est cette zone qui constitue l'aire de jeu principale. L'agencement de la carte dépend du nombre de joueurs, comme indiqué dans la mise en place. Un terme très important est celui d'adjacence. 2 cartes sur la carte sont dites adjacentes si elles partagent un côté. Comme par exemple ici, nous avons 2 cartes adjacentes. Une carte est également considérée comme adjacente à elle-même. L'influence suit exactement les mêmes règles. Une influence est adjacente aux autres influences de la même manière que les cartes. On distingue également les cartes de bord et les cartes intérieures. Une carte de la carte est considérée comme une carte de bord si au moins l'un de ses côtés n'est pas adjacent à une autre carte. Ici, nous avons donc des cartes de bord. A l'inverse, une carte intérieure est une carte entièrement entourée par d'autres cartes. Ici, nous avons des cartes intérieures. Voyons maintenant ce qu'est une faveur. La faveur est la ressource de base du jeu. Il existe 6 couleurs de faveur, chacune correspondant à l'une des 6 factions. Lorsqu'un joueur gagne des faveurs, il prend le nombre approprié de faveurs depuis la réserve. Lorsqu'un joueur paye des faveurs, sauf indication contraire, celles-ci sont rendues à la réserve. Une faveur correspondante est une faveur dont la couleur correspond à l'une des factions indiquées sur la carte Luminari, sélectionnée pour effectuer l'action. Il existe 2 règles très importantes à connaître concernant la gestion des faveurs. Première règle importante, l'échange des faveurs. Pendant le tour du joueur actif, lorsqu'il paie un coût en faveur pour une action ou une capacité, il peut payer 3 faveurs d'un même type et les considérer comme une faveur d'un autre type. Attention, la faveur ainsi obtenue ne correspond pas à un jeton réel. Aucun jeton n'est pris ni ajouté. Cette faveur est considérée comme gagnée uniquement pour être immédiatement payée, dans le cadre d'un coût, de l'action ou de la capacité en cours. Deuxième règle importante, la subversion des faveurs. Lorsqu'un joueur doit gagner une faveur, mais qu'il n'y a pas assez de faveurs disponibles de ce type dans la réserve, il prend alors cette faveur directement auprès du ou des joueurs de son choix. Si après cela, il n'y a toujours pas suffisamment de faveurs disponibles, les faveurs supplémentaires ne sont tout simplement pas gagnées. Il est important de préciser qu'il est interdit de prendre des faveurs depuis une carte Eddy, sauf si une capacité de carte l'autorise explicitement. Passons maintenant au contrôle d'une carte Luminari. Un joueur contrôle une carte s'il possède plus d'influence que n'importe quel autre joueur. En cas d'égalité, pour le plus grand nombre d'influences, aucun joueur ne contrôle cette carte. Voyons maintenant ce qu'est une loge. Une loge correspond à une suite continue d'au moins 3 cartes Luminari adjacentes sur la carte. Ces cartes doivent partager au moins une faction en commun. Les cartes Luminari associées à plusieurs factions peuvent appartenir à plusieurs loges différentes. Les loges sont formées indépendamment de la présence ou non d'influence sur les cartes qui les composent. Pour contrôler une loge, un joueur doit avoir au moins 3 points d'influence sur l'une des cartes Luminari de cette loge, et posséder plus d'influence que tout autre joueur. Si plusieurs joueurs sont à égalité, personne ne contrôle cette loge. Terminons avec quelques termes importants à connaître pour bien comprendre le jeu. Lorsque le terme Eni, écrit entièrement en majuscule, est utilisé, cela signifie que toutes les cartes du type indiqué peuvent être sélectionnées pour une action ou une capacité sans tenir compte des règles d'adjacence. Par défaut, la limite de main est de 4 cartes Luminari. Cette limite ne s'applique qu'aux cartes Luminari. Les cartes défaussées sont placées face visible dans une pile de défausse. Les joueurs n'ont pas le droit de consulter cette pile. Si la pioche des cartes Luminari est vide, la pile de défausse est immédiatement mélangée, puis placée face cachée pour former une nouvelle pioche. La pile de défausse des cartes événements, quant à elle, n'est jamais remélangée. Intéressons-nous maintenant au plateau.
Chaque joueur commence la partie avec une influence préimprimée sur son plateau, placée sur le bord de la carte. Vous voyez, vous les retrouvez ici. Les plateaux sont considérés comme adjacents aux deux cartes de la carte situées juste à côté d'eux, uniquement pour la résolution des actions. C'est-à-dire que si mon plateau est ici, je suis adjacent à ces deux cartes. En revanche, les plateaux ne font jamais partie d'une loge, ne comptent pas pour l'accomplissement des complots. L'influence préimprimée sur le plateau ne peut pas être ciblée par les actions des joueurs adverses. Chaque aéropagus possède également une carte contact, placée partiellement en dessous. Les valeurs en faveur d'un plateau correspondent à une faveur dans chacune des 3 factions indiquées sur sa carte. Ensuite, parlons du système de numérotation. 2, 3 et 4 joueurs. Lorsqu'une suite de 3 nombres séparés par des barres obliques apparaît sur une carte, chaque nombre correspond à un nombre de joueurs différents. Les cartes Luminari sont l'élément central du jeu. Elles constituent à la fois la main des joueurs et la zone de jeu placée sur la table. Plusieurs notions clés sont liées directement à ces cartes. Ici, ce sont les icônes de faction. Ici, le rang. Ici, une valeur de faveur. Ici, c'est un emplacement. Ici, un coup d'influence, un effet de capacité, un type de capacité, une affiliation et une force. Et ici, vous avez une note historique. Voyons maintenant ces éléments plus en détail. Commençons par les icônes de faction. Ici, elles indiquent les factions auxquelles la carte est associée. Chaque carte possède ensuite un rang, représenté par un symbole et un chiffre. Il existe plusieurs rangs, le rang 1, le rang 2, le rang 3, l'as et la couronne. Les cartes de rang 1, 2 et 3 possèdent 2 icônes de faction, tandis que les as et les couronnes ne possèdent qu'un seul icône de faction. Le rang d'une carte détermine également sa valeur de faveur. Pour une carte de rang 1, la valeur de faveur est d'une faveur, provenant de l'une ou l'autre des factions de la carte, au choix du joueur. Pour une carte de rang 2, la valeur est de 2 faveurs, provenant de chacune des factions de la carte. Pour une carte de rang 3, la valeur est de 3 faveurs, une provenant de chacune des factions de la carte et une troisième provenant de l'une des 2 factions au choix. Pour un as ou une couronne, la valeur est de 3 faveurs de la faction associée à la carte. Passons maintenant aux emplacements. Ce sont les zones circulaires présentes sur les cartes Luminari, là où l'influence peut être placée. Le rang d'une carte Luminari détermine le nombre d'emplacements présents sur la carte. Un seul disque d'influence peut être placé par emplacement, comme par exemple vous le voyez là avec une carte de rang 1. Chaque emplacement indique également un coup d'influence. Ce coup est représenté par les icônes de faveur visibles à l'intérieur du cercle. Ces icônes indiquent quelles faveurs doivent être payées pour placer de l'influence sur cet emplacement. Chaque carte Luminari possède également une capacité, utilisée lors de l'action Scheme. Cette capacité est composée de 2 éléments. D'une part, l'effet, et d'autre part, le type, identifié par un cadre et une icône, comme je vous ai montré ici. Enfin, certaines cartes possèdent une affiliation. Elles peuvent notamment appartenir aux francs-maçons ou aux rose-croix. Cette affiliation intervient uniquement lors de certaines actions spécifiques. Parlons maintenant de la force. La force est une valeur utilisée lors de la résolution des défis. Elle prend la forme d'un nombre compris entre 2 et 6, d'un symbole de dague ou d'un symbole de marteau. Si vous voyez les chiffres, et ici le marteau. Cette valeur intervient uniquement lors des challenges. Voyons ensuite ce qu'est une carte agissante, appelée Action Card. Certaines actions et capacités demandent au joueur de choisir une carte Luminari sur laquelle il possède de l'influence pour se servir de cette carte agissante. La carte sélectionnée devient alors la carte utilisée pour effectuer l'action. Dans la majorité des cas, cette action est dirigée vers une carte adjacente qui devient alors la cible de l'action. Cela nous amène à la notion de carte cible et d'influence cible. La carte cible ou l'influence cible désigne la carte ou le disque d'influence sur lequel une action donnée est effectuée. Voyons maintenant une vue d'ensemble et l'objectif du jeu. L'objectif est d'être le premier joueur à remplir les conditions indiquées sur au moins une des 2 cartes plot. Les cartes plot disponibles varient d'une partie à l'autre. Chaque carte plot précise un agencement particulier des cartes Luminari sur la carte, les factions concernées, ainsi que le niveau d'influence requis pour satisfaire ces conditions. Dès qu'un joueur parvient à remplir les conditions de 2 cartes plot au cours de son tour, il remporte immédiatement la partie. Certaines cartes événements peuvent toutefois déclencher la fin de partie d'une autre manière. Dans ce cas, c'est le joueur possédant le plus grand total d'influence réparti sur les 6 factions Luminari qui remporte la partie. Je vous en parlerai plus en détail lorsque j'aborderai la fin de partie. Au cours de son tour, un joueur peut effectuer plusieurs actions afin de façonner la carte des cartes Luminari et d'y étendre son influence. Les joueurs génèrent des faveurs, la ressource du jeu, à partir des cartes sur lesquelles ils possèdent de l'influence afin d'alimenter leur action. Les joueurs peuvent également manigancer en jouant des cartes depuis leurs mains pour former une séquence de cartes devant eux et ainsi déclencher des combinaisons de capacités spéciales. La partie se déroule sur une série de manches. À chaque manche, chaque joueur devient à tour de rôle le joueur actif. Le jeu se déroule dans le sens horaire, en commençant par le premier joueur. Le tour du joueur actif est toujours composé de 3 phases qui doivent être suivies dans cet ordre. La phase d'événement, la phase d'action
Finalement, la phase de vérification. La phase d'événement se déroule au début du tour du joueur actif. Le joueur actif effectue alors les étapes suivantes dans l'ordre. Premièrement, il ajuste les faveurs présentes sur toutes les cartes EDI actives placées devant lui. Deuxièmement, il défausse toute carte événement spéciale qui aurait été active lors d'un tour précédent. Troisièmement, s'il possède une carte événement disponible, il en choisit une nouvelle à activer. À noter que lors du premier tour de la partie, cette phase est entièrement ignorée, puisque les joueurs ne commencent pas la partie avec des cartes événements. Pendant la phase d'action, le joueur actif peut effectuer des actions dans l'ordre de son choix. Il peut réaliser jusqu'à 2 actions principales au total parmi les suivantes. Scout, Influence et Extort. En plus de ces actions principales, le joueur actif peut effectuer des actions gratuites. Les actions gratuites sont Expel, Organize et Oust. Le joueur peut également effectuer des actions Scheme autant de fois qu'il le souhaite pendant son tour. Il peut aussi réaliser une action de revendication de faction une seule fois par tour. Et enfin, il peut effectuer une action de revendication de complot, également une seule fois par tour. La phase de vérification est la troisième et dernière phase du tour du joueur actif. Le joueur effectue alors les étapes suivantes dans l'ordre. Premièrement, il procède à la vérification des complots, également appelée plot check. On vérifie si les revendications sur les cartes plot doivent être ajustées. On effectue la vérification des événements. Des cartes événements sont piochées et des édits peuvent être révélés. Troisièmement, on passe à la phase de redraw. Toutes les cartes jouées pendant la manche sont défaussées. Ensuite, tous les joueurs piochent des cartes pour revenir à leur limite de main, en commençant par les joueurs non actifs, puis le joueur actif. Et enfin, la cour est rafraîchie. Une fois ces 3 phases terminées, le tour passe au joueur suivant, dans le sens horaire. La partie continue ainsi, jusqu'à ce qu'un joueur remporte une victoire par complot, ou que le décompte de factions sont déclenchés. Si lors de la vérification des complots, le joueur actif possède de l'influence placée sur au moins 2 cartes plot, ce joueur remporte immédiatement la partie. Si une 5e carte EDI a été défaussée, la partie continue jusqu'à la fin de manche. Cela signifie que tous les joueurs jouent le même nombre de tours. Une fois la manche terminée, on procède alors au décompte de factions afin de déterminer le vainqueur. Pendant la phase d'action, le joueur actif peut effectuer jusqu'à 2 actions principales. N'importe quel nombre d'actions Scheme, une action de revendication de faction une fois par tour et une action de revendication de complot une fois par tour. Ces actions peuvent être réalisées dans n'importe quel ordre. Cependant, chaque action doit être entièrement résolue avant d'en commencer une nouvelle. Par exemple, un joueur pourrait effectuer une action Scheme, puis une action principale, puis une action de revendication de complot, puis une nouvelle action Scheme, et enfin une seconde action principale. La première action principale est Scout. Cette action permet d'utiliser votre influence pour chercher de nouveaux luminaries à proximité. Pour effectuer une action Scout, choisissez d'abord une carte sur laquelle vous possédez de l'influence. Cette carte devient la carte agissante. Choisissez ensuite une carte face cachée adjacente à cette carte. Elle devient la carte cible. Payez ensuite une faveur correspondante à la carte agissante, puis piochez la carte cible et ajoutez-la à votre main. Enfin, placez n'importe quelle carte de votre main face visible à l'emplacement de la carte cible sur la carte. Il est tout à fait possible de replacer la carte que vous venez juste de piocher. Dans cette situation-là, donc je possède ça. Je pourrais, ici, faire l'action. Ici, ça me coûterait un jaune ou un vert. Ici, ça me coûterait un bleu, un jaune ou un vert. Ici, un vert ou un bleu. Ici, un des 3. Par exemple, je pourrais donc payer cela à la réserve pour scouter celle-là. Je la mets dans ma main et je déciderai par exemple de mettre celle-ci. L'action principale suivante est l'influence. Cette action permet de déployer votre influence sur une carte luminarie adjacente. Pour effectuer une action influence, commencez par cibler une carte face visible qui possède encore des emplacements libres et qui est adjacente à l'une de vos influences. Vous pouvez alors placer 1, 2 ou 3 disques d'influence sur la carte ciblée. Pour chaque influence placée, vous devez payer le coût d'influence correspondant, tel qu'indiqué par les icônes de faveur représentées dans les emplacements. Il est interdit de placer plus d'influence sur une carte qu'il n'y a d'emplacement disponible. L'influence est toujours placée en commençant par l'emplacement libre le plus haut sur la carte. Plusieurs joueurs peuvent placer de l'influence sur une même carte luminaire, à condition qu'il reste des emplacements libres. Il existe toutefois une exception importante, les cartes couronnes. Si un joueur possède de l'influence sur une carte couronne, aucun autre joueur ne peut y placer de l'influence, même si un effet de carte indique qu'il est possible d'influencer n'importe quelle carte. Prenons un exemple pour que cela soit plus clair. Je suis le joueur bleu et je souhaite étendre mon influence. Je ne peux pas influencer cette carte, car il s'agit d'une carte couronne sur laquelle un rival possède déjà de l'influence. Cette carte-là est entièrement remplie et ne possède plus d'emplacement libre. Ici, ce sont les faveurs que je possède, bien entendu. Ici, je ne possède pas les faveurs nécessaires. Donc cette carte-là est ma seule option valide. Et je dispose de suffisamment de ressources pour y placer 2 influences. C'est-à-dire que là, je paierai cela, et je place 2 disques comme ceci. L'action principale suivante est Extort. Cette action permet d'utiliser votre influence sur les cartes Luminary afin d'en extraire des faveurs. Pour effectuer une action Extort, choisissez une carte sur laquelle vous possédez au moins une influence. Cette carte devient la cible de l'action. Vous collectez alors des faveurs depuis la réserve pour un montant égal à la valeur de faveur de cette carte.
Il est également possible de cibler votre carte Contact et Aeropagus afin de gagner sa valeur de faveur. Si une capacité vous autorise à considérer l'influence d'un rival comme étant la vôtre, vous pouvez également effectuer une action Extort sur ces cartes. À chaque fois que vous collectez des faveurs depuis une carte qui contient de l'influence rivale, une règle spéciale s'applique. Après avoir collecté les faveurs de la carte, vous devez donner à chaque rival une faveur parmi celles collectées, pour chaque disque d'influence qu'il possède sur cette carte. Si la réserve de faveurs est vide, et que vous ne pouvez pas collecter le montant total, vous collectez autant de faveurs que possible. Dans ce cas, vous commencez par conserver la part de faveurs que vous auriez normalement gardée, puis vous distribuez les faveurs restantes disponibles à vos rivaux. Lors d'une action d'extort, une règle supplémentaire peut s'appliquer. Si les cartes adjacentes à la carte ciblée possèdent le même rang et contiennent également votre influence, vous collectez aussi la valeur de faveur de chacune de ces cartes. Cependant, une même carte ne peut générer des faveurs qu'une seule fois par tour. Cette restriction s'applique à la carte ciblée par l'action Extort, ainsi qu'aux cartes affectées par la règle du chuchotement ou par toute autre capacité. Prenons quelques exemples pour que ce soit plus clair. Imaginons que j'extorte mon Aeropagus. Je recevrai donc ces 3 faveurs-là. Si j'extorte seulement celui-là, je recevrai cette faveur ainsi que cette faveur. Imaginons que je fasse l'action sur cette carte-là. Je prends donc un clergé et un noble. De plus, 2 cartes adjacentes de même rang, celle-là et celle-là, sur lesquelles je possède de l'influence, sont également concernées. Je collecte aussi donc la valeur de faveur de ces cartes. Pour celle-là et pour celle-là, je récupérerai ces faveurs-là. Dernier exemple. Ici, je suis le joueur bleu. J'extorque une carte Luminari de rang 3. Cette carte contient une influence rouge. Donc là, je récupérerai par exemple ces deux-là, plus celle-là, et je décide de donner celle-là au joueur rouge car il a une influence. Organize est une action gratuite qui permet de déplacer de l'influence déjà placée vers des cartes Luminari adjacentes. Pour effectuer une action Organize, procédez comme suit. Commencez par choisir une faction pour laquelle vous possédez au moins une influence sur une carte Luminari appartenant à cette faction. Payez ensuite une faveur de la faction choisie. Vous pouvez effectuer alors jusqu'à 3 déplacements. Chaque déplacement vous permet de déplacer un de vos disques d'influence depuis une carte de la faction choisie vers un emplacement libre sur une carte adjacente. Vous pouvez déplacer plusieurs disques d'influence différents, ou déplacer un même disque d'influence plusieurs fois, tant que chaque déplacement commence depuis une carte appartenant à la faction choisie et que vous ne dépassez pas 3 déplacements au total. Prenons un exemple. Je suis encore le joueur bleu. Je paie un érudit. Je déplace d'abord un disque d'influence d'une carte érudit vers une carte adjacente appartenant aux factions noblesse et clergé. Là, je peux aller jusqu'ici. Cette influence ne peut pas être déplacée davantage, car une nouvelle carte n'appartient pas à la faction érudit. Ensuite, je poursuis l'action en déplaçant un disque d'influence à 2 reprises, à travers 1 et 2 cartes érudits, jusqu'à atteindre un emplacement libre sur une carte de rang 3. Ce déplacement est autorisé, car la seconde carte correspond toujours à la faction érudit, celle que j'ai payée, et possède un emplacement libre que l'influence peut traverser. Expel est une action gratuite qui permet de retirer une carte, de la remplacer par une carte provenant de votre main. Pour effectuer une action Expel, commencez par choisir une carte sur laquelle vous possédez de l'influence. Cette carte devient la carte agissante. Choisissez ensuite une carte adjacente à cette carte. Elle devient la carte cible. La carte cible ne doit pas contenir d'influence rivale, sauf si une capacité l'autorise explicitement. Si une capacité vous permet de cibler une carte contenant de l'influence rivale, la nouvelle carte Luminari placée en remplacement doit d'abord disposer de suffisamment d'emplacement pour accueillir toute l'influence rivale. Vous devez ensuite payer une faveur correspondante à la carte agissante pour chaque disque d'influence présent sur la carte. S'il n'y a aucune influence sur la carte cible, cette action a un coût minimum d'une faveur. Défaussez ensuite la carte cible présente sur la carte, puis remplacez-la par une carte de votre main. Déplacez alors toute votre influence présente sur l'ancienne carte vers la nouvelle carte. Toute l'influence à vous, qui ne peut pas être placée, faute d'emplacement disponible, est retournée dans votre réserve personnelle. Prenons un exemple. Je paye une faveur de profession qui correspond à la carte agissante. J'expulse une carte adjacente qui est placée dans la pile de défausse. À sa place, je mets une nouvelle carte de ma main et l'influence présente sur l'ancienne carte est placée sur la nouvelle. Oust est une action gratuite qui permet de défier un rival afin de retirer son influence. Une action Oust se résout toujours en 2 étapes. Commencez par choisir une carte sur laquelle vous possédez de l'influence. Cette carte devient la carte agissante. Choisissez ensuite une carte adjacente contenant de l'influence rivale. Vous devez alors cibler un ou plusieurs disques d'influence rivaux appartenant à un seul et même joueur présent sur cette carte adjacente. Pour chaque influence ciblée, payez une faveur correspondant à la carte agissante. Une fois le coup payé, passez à l'étape suivante. Vous allez ensuite déterminer la force initiale. La force initiale
de chaque joueur correspond au nombre total de leur influence adjacent à l'influence ciblée. Cela inclut l'influence du joueur présent sur la carte cible, l'influence présente sur les cartes adjacentes, ainsi que l'influence présente sur les Aeropagus adjacents. Si l'un des joueurs possède une force initiale strictement supérieure à celle de l'autre, il obtient l'avantage, tandis que l'autre joueur subit le désavantage. Prenons un exemple. Je suis le joueur bleu, et je décide d'effectuer une action Oust. Je sélectionne une carte comme carte agissante, puis je cible un disque d'influence présent sur la carte située au centre. Ici, je paye une faveur, profession, pour effectuer cette action. Ma force initiale est de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Celle du joueur rouge est de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le joueur rouge possède donc l'avantage, et je suis en désavantage. Ensuite, chaque joueur choisit simultanément une carte de sa main puis la révèle. Cette carte modifie la force initiale de la valeur suivante. Si la carte possède une valeur de force comprise entre 2 et 6, vous ajoutez ce nombre à votre force initiale. Certaines cartes permettent de déclencher une victoire automatique. Une carte As déclenche une victoire automatique si elle est jouée par le joueur en désavantage. Dans tous les autres cas, elle compte comme 0. Une carte Couronne déclenche une victoire automatique si elle est jouée par le joueur ayant l'avantage. Dans tous les autres cas, elle compte comme 0. Si les deux joueurs déclenchent une victoire automatique, les deux cartes s'annulent mutuellement. Dans ce cas, le joueur actif doit faire un choix. Soit poursuivre le défi, et les deux joueurs choisissent et révèlent leur nouvelle carte, soit mettre fin au défi, et le défenseur emporte le défi. À noter que si un joueur n'a aucune carte en main, cela équivaut à une carte de force 0. Le joueur possédant la force totale la plus élevée, ou celui qui a déclenché une victoire automatique, remporte le défi. Dans tous les autres cas, c'est le défenseur qui l'emporte. Si le défenseur gagne, rien d'autre ne se produit. Si l'attaquant gagne, poursuivez avec les étapes suivantes. Lorsque l'attaquant gagne le défi, le joueur défenseur retire l'influence ciblée et la replace dans sa réserve personnelle. Pour chaque disque d'influence ainsi retiré, le défenseur gagne une faveur de son choix depuis la réserve de faveur. Après un défi remporté, l'attaquant place un cube d'action bonus sur la carte ciblée. Ce cube peut être dépensé pour effectuer une action bonus parmi Influence, Organize ou Expel. Cette action bonus ne peut être utilisée que sur la carte portant le cube. Cette action bonus doit être utilisée pendant le tour en cours, ne compte pas comme une des actions principales du joueur actif, mais reste soumise à toutes les conditions et les coûts normaux de l'action choisie. L'action bonus n'a pas besoin d'être utilisée immédiatement, elle peut être effectuée après d'autres actions du tour. Une fois l'action bonus réalisée ou à la fin du tour, le cube d'action bonus est retiré. Si l'action bonus utilisée est Organize, le joueur paye une faveur de n'importe quelle faction, conformément à l'action. Cependant, les déplacements d'influence ne peuvent servir qu'à déplacer de l'influence vers la carte portant le cube d'action bonus. Prenons quelques exemples pour que cela soit plus clair. Ici, j'ai mis les disques pour que vous différenciez les joueurs. Le joueur bleu a ajouté 6 et le joueur rouge a ajouté 4. Donc, j'avais 5 plus 6, j'ai 11. Et le joueur rouge avait 6, maintenant plus 4, il est à 10. Dans cet exemple-là, j'avais le désavantage. J'ai joué un As et le joueur rouge a joué un 6 de force. Dans ce cas, je gagne automatiquement le défi. Autre exemple. Ici, si j'enlève ce disque d'influence, je gagne un jeton de mon choix. Je prends un cube pour signifier que j'ai une action bonus. Et vous pouvez ensuite le placer pour signifier l'action que vous faites. L'action Scheme, quant à elle, permet au joueur actif de jouer une carte Luminary depuis sa main, face visible sur la table devant lui, afin de déclencher la capacité inscrite sur la carte. La première carte jouée de cette manière durant un tour démarre une nouvelle séquence de Scheme et déclenche immédiatement la capacité de cette carte. Il n'y a aucune limite au nombre de fois qu'un joueur peut effectuer une action Scheme pendant son tour. À chaque nouvelle action Scheme effectuée durant le même tour, une carte supplémentaire est ajoutée à la séquence, à condition que cette carte soit éligible pour être ajoutée à la séquence. Lorsqu'une carte est jouée pour démarrer ou poursuivre une séquence, sa capacité peut être déclenchée. Le type de capacité indiqué sur la carte détermine la manière dont cette capacité est résolue. Comme par exemple, vous pouvez le voir ici. Les actions bonus accordent au joueur une action principale supplémentaire. Cette action principale est résolue immédiatement et ne compte pas dans la limite des deux actions principales du tour. Les actions bonus restent soumises aux conditions normales et aux coûts habituels de l'action principale correspondante, sauf indication contraire dans la description de la capacité. Les actions bonus doivent être effectuées immédiatement après avoir joué la carte dans la séquence de Scheme. Elles ne peuvent pas être conservées pour plus tard dans le tour. Il est possible de choisir de ne pas utiliser une action bonus si on le souhaite. Parlons un peu des différentes capacités que vous trouverez. Capacité de type bluff. Les bluffs prennent effet immédiatement et restent actifs pendant toute la durée du tour en cours. Ils apportent généralement un avantage à une action principale spécifique. Les capacités de type bluff s'activent automatiquement et ne peuvent pas être ignorées. Tous les buffs restent actifs, même lorsque d'autres cartes sont ajoutées à la séquence de Scheme.
Les buffs sont cumulatifs. Les actions spéciales fournissent des capacités uniques. Elles sont résolues immédiatement, conformément à la description de la capacité, et ne peuvent pas être conservées pour plus tard dans le tour. Les actions spéciales peuvent être ignorées et ne pas être effectuées si le joueur le souhaite. Faveur rapide. Une fois par tour, au lieu d'utiliser la capacité d'une carte jouée dans une séquence, le joueur actif peut choisir de collecter la valeur de faveur de cette carte. Pour indiquer ce choix, la carte est placée sur le côté, afin de rappeler qu'elle a été utilisée pour une faveur rapide, et non pour sa capacité. Les cartes jouées pour une faveur rapide peuvent tout de même être utilisées pour continuer une séquence de skim normalement. Des cartes supplémentaires peuvent être jouées afin de continuer une séquence de skim et déclencher leur capacité. Pour qu'une carte puisse être ajoutée à la séquence, au moins une de ces factions doit correspondre à au moins une faction de la carte présente. Les As suivent des règles particulières. Un As peut être joué après n'importe quelle carte précédente dans la séquence de skim. Lorsque vous jouez un As, vous collectez immédiatement sa valeur de faveur. Après un As, n'importe quelle carte Luminary peut être jouée pour continuer la séquence. Les couronnes, quant à elles, peuvent également être jouées après n'importe quelle carte précédente dans la séquence de skim. Cependant, dès qu'une couronne est jouée, elle met immédiatement fin à la séquence. Aucune autre carte ne peut être jouée après une couronne. Dans cet exemple, la séquence de skim commence avec une première carte utilisée pour une faveur rapide. La deuxième carte est liée par la faction magistrat et déclenche une capacité de type bluff. La troisième carte jouée est une couronne. Elle peut être liée à n'importe quelle carte précédente, accorde une action principale supplémentaire, mais met fin à la séquence. Une fois par tour, le joueur actif peut revendiquer une carte faction. Cette carte peut être prise soit depuis la ligne de carte faction, soit directement à un autre joueur. Pour pouvoir revendiquer une carte faction, le joueur actif doit contrôler la plus grande loge de cette faction. En cas d'égalité, pour la plus grande loge, les loges à égalité sont considérées comme une seule loge, afin de déterminer quel joueur possède le plus d'influence. Si après cette vérification, plusieurs joueurs sont encore à égalité pour le plus grand total d'influence, aucun joueur ne contrôle la faction, et la carte faction ne peut pas être revendiquée. Une carte faction revendiquée est placée face visible devant le joueur qui la revendique. Chaque carte faction possède deux types d'effets. Une capacité utilisable une fois par tour et un effet passif. Ici une fois par tour, et ici l'effet passif. Chaque carte faction indique une capacité pouvant être utilisée une seule fois par tour. Cette capacité peut être utilisée par le joueur qui contrôle la carte pendant son propre tour. L'utilisation de cette capacité ne compte pas comme l'une des deux actions principales et ne fait pas partie d'une séquence de skim. Après avoir utilisé cette capacité, la carte est placée sur le côté afin de rappeler que la capacité a déjà été utilisée. À la fin du tour, elle est remise à la verticale. Chaque carte possède également un effet passif. Cet effet ne peut être utilisé que par le joueur qui contrôle la carte et est automatiquement actif en permanence. Un joueur ne perd le contrôle d'une carte faction que dans un seul cas précis. Une carte faction est perdue uniquement lorsqu'un joueur la revendique avec succès en utilisant l'action revendiquer une carte faction. Même si un joueur ne contrôle plus la plus grande loge de la faction concernée, il conserve malgré tout la carte faction, tant qu'un autre joueur ne lui a pas prise cette action. Via cette action. Prenons un exemple. Dans cet exemple, je suis le joueur bleu, et je possède 4 points d'influence dans la loge profession. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez les cartes comme ceci. C'est plus que n'importe quel autre joueur. Je prends donc le contrôle de cette loge et je peux revendiquer la carte. De son côté, le joueur rouge contrôle la loge magistrat. Il peut donc revendiquer la carte faction magistrat. Vous voyez ici, là et là. Ce symbole-là et les cartes, il y a des d'influence. Lorsqu'il effectue l'action revendiquer une carte plot, le joueur actif vérifie d'abord s'il remplit actuellement les conditions d'une carte plot, qu'elle soit publique ou personnelle. Si c'est le cas, il peut placer un de ses disques d'influence sur cette carte afin d'indiquer qu'il remplit les conditions. Un joueur ne peut effectuer cette action qu'une seule fois par tour, même s'il remplit les conditions de plusieurs cartes plot au cours du même tour. Si la carte choisie est la carte plot personnelle du joueur, celle-ci est retournée face visible et révélée à tous. Seul le joueur propriétaire d'une carte plot personnelle est autorisé à y placer de l'influence. Plusieurs joueurs peuvent placer de l'influence sur une même carte plot publique. Certaines restrictions supplémentaires s'appliquent lorsqu'un joueur cherche à remplir les conditions d'une carte plot. Un ensemble de cartes Luminary utilisées pour remplir les conditions d'une carte plot ne peut pas entièrement chevauché ni être entièrement contenu dans un ensemble de cartes utilisées pour remplir les conditions d'un autre plot. Un chevauchement partiel entre les deux ensembles est autorisé, mais aucun des deux ensembles ne peut être totalement contenu dans l'autre. Pour les cartes plot qui demandent l'utilisation d'une loge, une loge donnée ne peut être utilisée qu'une seule fois par un même joueur qui a rempli des cartes plot. Ainsi, si un joueur tente de remplir les conditions de deux cartes plot différentes nécessitant une loge, il devra utiliser deux loges distinctes, une pour chaque plot. Par exemple, avec cette carte, elle demande de contrôler une loge d'au moins 4 cartes situées sur le bord de la carte. La seconde demande de contrôler une loge de 5 cartes n'importe où sur la carte. C'est sur la disposition de la carte que vous avez vu lors de la mise en place que vous devez contrôler ces loges. La phase de vérification se déroule en 3 étapes. La vérification des complots, la vérification des événements et la phase de redraw. Commençons par la vérification des complots.
Pendant cette étape, tous les joueurs vérifient les revendications sur leur carte plot. On vérifie d'abord si un joueur ne remplit plus les conditions d'une carte plot sur laquelle il possède de l'influence. Si c'est le cas, son influence est immédiatement retirée et placée en dessous de cette carte. Cette influence n'est pas retournée dans la réserve du joueur. Si un joueur a précédemment perdu ses revendications sur une carte, c'est-à-dire que son influence ne se trouve sous la carte, mais qu'il remplit de nouveau les conditions, il peut alors remettre son influence sur la carte. Un joueur ne peut remporter la partie que pendant son propre tour. Notez que récupérer une carte de cette manière ne compte pas comme l'action de revendication. Elle ne s'applique pas à la limite d'une seule revendication de plot par tour. Si à ce moment, le joueur actif possède 2 influences sur au moins 2 cartes plot, il remporte la victoire immédiatement. À noter que si une carte plot est retirée de la partie, quelle que soit la raison, toute influence placée sur ou sous cette carte est rendue à la réserve personnelle de son propriétaire. Ensuite, nous allons passer à la vérification des événements. Lors de la vérification, des cartes événements entrent en jeu et déclenchent soit un événement EDI, soit un événement spécial. Pendant cette étape, le joueur actif vérifie également si des cartes As ou Couronne ont été révélées par un joueur au cours de son tour. Une carte As ou Couronne est considérée comme révélée uniquement dans certaines situations. Lorsqu'elle est jouée face visible sur la carte, lorsqu'elle est jouée dans le cadre d'une action scheme, ou lorsqu'elle est jouée lors de la résolution d'un défi Oust. La manière dont une carte événement est résolue dépend du type d'événement sélectionné. Si au moins un As ou une Couronne a été révélé, le joueur actif pioche les 2 cartes du dessus du paquet événement. Il choisira ensuite une carte événement à conserver, puis replace l'autre face cachée sur le dessus du paquet. Si la pioche événement est vide, aucune carte événement n'est piochée, et la pile de défausse des événements n'est pas remélangée. Les édits prennent effet immédiatement, vous voyez comme ici. Ensuite, toutes les faveurs de la faction indiquées sur l'édit appartenant à tous les joueurs sont déplacées vers la réserve de faveurs. Puis le joueur prend 6 faveurs de faction indiquées et les place directement sur la carte édit. Les faveurs placées sur une carte édit sont considérées comme hors jeu jusqu'à ce qu'elles soient rendues à la réserve. À noter que si plus d'un As ou d'une Couronne a été révélé, le joueur actif pioche toujours que 2 cartes événements et n'en choisit qu'une seule. Si la carte est un événement spécial, le joueur la conserve en main. Les cartes événements ne comptent pas dans la limite de main. Les cartes événements spéciales conservées en main peuvent entrer en jeu au début du prochain tour de ce joueur, lors de la phase événement. Lors de la phase de redraw, effectuez les actions suivantes dans l'ordre. Premièrement, toutes les cartes utilisées lors des actions scheme ou lors de résolution de défis Oust sont défaussées dans la pile de défausse. Ensuite, tous les joueurs non actifs, commençant par le joueur situé à gauche du joueur actif, piochent des cartes jusqu'à revenir à leur limite de main. Troisièmement, le joueur actif pioche à son tour jusqu'à revenir à sa limite de main. Il peut piocher n'importe quelle combinaison de cartes depuis la cour et ou depuis la pioche Luminari. Lorsqu'il pioche de la cour, il peut piocher au maximum 2 cartes, tout en respectant la limite de main. S'il pioche 2 cartes, l'une d'elles doit obligatoirement être la carte située sous le chambellan. Il doit alors payer une faveur de son choix à la réserve. S'il ne pioche qu'une seule carte, il peut choisir n'importe quelle carte sans payer de faveur. Lorsqu'il pioche depuis la pioche Luminari, il peut piocher autant de cartes qu'il le souhaite, tant qu'il ne dépasse pas la limite de main. Une fois la pioche terminée, le joueur actif rafraîchit la cour. Tout d'abord, il efface toute carte située sous le chambellan s'il en a une. Ensuite, il déplace le jeton chambellan d'un emplacement vers la droite. S'il se trouvait déjà sur l'emplacement le plus à droite, il le replaçait tout à gauche. Enfin, il complète la cour en piochant des cartes depuis la pioche Luminari de gauche à droite, jusqu'à ce que 5 cartes face visible soient présentes. La cour est toujours rafraîchie, même si aucun joueur n'a pioché de cartes ce tour-ci. À noter que les cartes de la cour ne sont jamais décalées pour combler les espaces. À n'importe quel moment de la partie, si la pioche de Luminari est vide, la pile de défausse est immédiatement remélangée afin de former une nouvelle pioche. Prenons donc quelques exemples. Dans cet exemple, je dois piocher 2 cartes pour revenir à ma limite de main. Je choisis d'abord la deuxième carte de la cour. Ensuite, je pioche la carte du dessus de la pioche Luminari et je l'ajoute à ma main. Une fois ceci fait, je défausse la carte située sous le chambellan. Je déplace ensuite le chambellan d'un espace vers la droite, même si cet emplacement est vide. Et ensuite, je mets 2 nouvelles cartes. La phase d'événement a lieu au début du tour du joueur actif. Les édits et événements spéciaux sont gérés en suivant les étapes que je vais vous dire. Si le joueur actif possède une carte édit devant lui, il procède de la manière suivante. Il retourne une faveur présente sur la carte édit vers la réserve des faveurs. Puis il prend une faveur de cette carte édit et la place dans sa réserve personnelle. Si la carte édit ne contient plus aucune faveur, elle est défaussée. Il est important de noter que si 5 cartes édit ou plus ont été défaussées, cela déclenche la dernière manche de la partie. Si le joueur actif possède une carte événement spéciale active, placée face visible devant lui, il la défausse dans la pile de défausse des événements. S'il possède une ou plusieurs cartes événements spéciales en main, il peut choisir d'en jouer une et d'en activer l'effet. Chaque joueur ne peut avoir qu'un seul événement actif spécial devant lui. Il peut toutefois y avoir plusieurs événements spéciaux actifs en même temps, à condition qu'ils appartiennent à des joueurs différents. Tous les joueurs peuvent utiliser les effets de tous les événements actifs. Par exemple, dans cet exemple, pendant ma phase d'événement, je commence par avancer mon édit. Une pour moi et une qui retourne à la réserve. Ensuite, je défausse cette carte, qui était un événement spécial, et je choisis de jouer un nouvel événement spécial. La partie peut se terminer de 2 manières différentes. Si pendant son tour, le joueur actif
possède de l'influence passée sur 2 cartes plot, il remporte immédiatement la partie. Si 5 cartes ailies ou plus se trouvent dans la pile de défausse d'événements à la fin de la manche en cours, c'est-à-dire après que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, la partie se termine. Dans ce cas, le vainqueur est déterminé par un décompte des factions basé sur le contrôle des factions par les joueurs. Dans cet exemple, 2 cartes plot demandent des conditions spécifiques. La première demande de contrôler 4 cartes dans le cercle intérieur. La seconde demande de posséder 4 cartes adjacentes de même rang. Ici, je remplis les conditions des 2 cartes. Cependant, un même ensemble de cartes ne peut pas se superposer entièrement pour remplir 2 plots différents. Je ne peux donc revendiquer qu'un des 2. Maintenant ici, je dispose désormais d'au moins une carte qui ne chevauche pas totalement l'autre condition de plot. Je suis alors éligible pour revendiquer l'une ou l'autre des 2 cartes. Lorsque la partie se termine par un décompte de factions, c'est-à-dire après une 5e carte édite et été défaussée, le score des joueurs est calculé de la manière suivante. Pour chaque faction, on identifie la plus grande loge. Cette loge devient la loge de score pour cette faction. Une faction qui ne forme pas une loge au moins 3 cartes n'est pas considérée comme une loge et ne compte pas pour le score. S'il y a égalité pour la plus grande loge d'une faction, toutes les loges à égalité de cette faction sont considérées comme loge des scores. Chaque joueur marque un point pour chaque disque d'influence qu'il possède dans une loge de score. Si un même disque d'influence fait partie de 2 loges de score différentes, cette influence est comptée 2 fois, une fois pour chaque loge. Le joueur ayant le plus grand nombre de points remporte la victoire. En cas d'égalité pour le plus grand score, le joueur qui possède le plus de cartes faction l'emporte. Si l'égalité persiste encore, les joueurs concernés se partagent la victoire. Vous trouverez, si vous avez le moindre doute pour calculer les points, c'est expliqué dans le livre de règles à la fin, où vous avez un exemple de scoring. Parlons maintenant un petit peu du mode solo. La mise en place se fait comme une partie normale, en comptant le bot comme un joueur, avec les modifications suivantes. Vous commencez par en choisir un, puis vous sélectionnez son plateau, ainsi que le plateau script du bot, version standard ou overview. Vous placez le plateau comme s'il s'agissait d'un plateau d'un joueur. Orientez ce plateau de manière à ce qu'il soit lisible pour au moins un joueur. Deuxièmement, placez le plateau script du bot de façon à ce qu'il soit également visible pour au moins un joueur. Donnez-lui une carte contact ainsi que 3 faveurs de départ correspondant à cette carte. Le numéro le plus bas figurant sur la carte contact du bot est pris en compte pour déterminer le premier joueur. Donnez au bot ou disque d'influence de même couleur. Placez un disque d'influence dans le cercle supérieur du bot. Voyez, vous le placez ici. Placez le pion bot sur son aéropagus. Ce pion indique la position actuelle du bot. Ce token-là. Il ne reçoit aucune carte plot et aucune carte luminary. À noter que certains bots possèdent des actions spécifiques de placement pour leur aéropagus. Ces informations sont indiquées sur le plateau. Chaque bot possède un script imprimé sur son plateau. C'est ce script que le bot suit lorsqu'il effectue ses actions. Le bot effectue toujours ses actions dans l'ordre numérique, en commençant par 1, puis 2, puis 3 et ainsi de suite. Lorsqu'une action numérotée comporte plusieurs options, avec des lettres comme A, B, C, le bot ne réalise qu'une seule action. Cela correspond à la première lettre pour laquelle toutes les conditions sont remplies. Dans les scripts, certaines actions et sous-actions peuvent être précédées d'un symbole indiquant des conditions spécifiques. Quelques termes. La carte du bot est la carte sur laquelle se trouve actuellement le pion du bot. La carte cible est la carte que le bot choisit comme cible, généralement une carte adjacente à la carte du bot. La carte plan est utilisée par certains bots pour déterminer la carte cible. Pour cela, on retourne la carte du dessus de la pioche luminary et on se réfère au numéro de force indiqué. La carte d'Oost est la carte que le bot joue lors d'un Oost. Elle est toujours jouée depuis le dessus de la pioche. Un rival est n'importe quel joueur adverse du bot. La faction du haut correspond à l'icône de faction située le plus haut sur la carte et celle du bas sur le plus bas. En plus du script propre à chaque bot, il existe un plateau de scripts standard. Tous les bots se réfèrent à ces scripts standards et effectuent ces actions de la même manière, sauf indication contraire sur le script du bot. Un bot ne paie pas le coût des faveurs de manière normale, sauf si cela est explicitement indiqué dans son script. Lors des actions Oost, le bot paie toujours toutes les faveurs correspondantes à la carte du bot, afin d'augmenter sa force initiale d'un point par faveur payée, même s'il ne remporte pas le défi. Lorsqu'un bot effectue une action extort, il privilégie toujours la faction du haut, lorsqu'il doit choisir quelle faveur collecter ou quelle faveur donner à un autre joueur. La séquence de jeu d'un bot est identique à celle d'un joueur normal. Un bot joue dans le sens horaire en fonction de la position de son aéropagus. Pour chaque carte édite placée devant le bot, une faveur est retournée à la réserve et une faveur est ajoutée à la réserve personnelle du bot. Il n'utilise pas de carte événement spéciale. Il effectue ses actions en suivant strictement son script, tel qu'indiqué sur son plateau. Le bot déclenche un événement si lui-même ou n'importe quel joueur a révélé un as ou une couronne pendant le tour du bot. Dans ce cas, on retourne la carte du dessus du paquet événement. Toute carte plan utilisée, ainsi que la carte située sous le chambellan est défaussée. Le chambellan est ensuite déplacé d'un emplacement vers la droite, puis la cour est rafraîchie. Il suit ses actions suivant son script. Ensuite, il vérifie son rapport à la partie en remplissant les conditions d'au moins un de ses complots. Si ce n'est pas le cas, il vérifie les déclenchements d'événements. Toute carte plan utilisée ainsi que la carte située sous le chambellan est défaussée lors de la phase de rideau. Le chambellan est ensuite déplacé d'un endroit à la gauche. Si des actions Oost ont lieu, tous les joueurs peuvent piocher pour revenir à leur limite de main. Le bot effectue ses actions suivant son script. Il vérifie si remporte la partie. Lorsqu'un script indique d'utiliser une carte plan, le bot retourne la carte du dessus de la pioche luminary.
Il observe ensuite le numéro de force indiqué sur la carte. À partir de ce numéro, il consulte la carte de priorité de direction présente sur son plateau. Voilà un petit peu pour vous expliquer comment fonctionne le bot dans ce fantastique jeu. Avant de rentrer dans mon avis, prenons une seconde. Si vous aimez les jeux comme ceci, profonds, intelligents et exigeants, si vous appréciez mon explication, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un like, c'est le meilleur moyen de soutenir ce type de contenu. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous recherchez dans un jeu comme celui-ci. La profondeur stratégique, le thème, le mode solo ou l'interaction entre joueurs. Votre retour nourrit directement les prochaines vidéos. Maintenant, installez-vous. On passe à mon avis. Il existe des jeux qui divertissent et d'autres qui marquent. Pax Illuminaten appartient à cette seconde catégorie. C'est un jeu qui ne cherche pas à séduire par les sbroufs, mais par la cohérence, la profondeur et une élégance mécanique rare. Dès les premières parties, il s'impose comme une expérience dense, réfléchie et profondément immersive. On ne joue pas à Pax Illuminaten par hasard, on s'y engage. Le ressenti dominant en jeu est celui d'une maîtrise progressive. Chaque tour apporte une compréhension plus fine du plateau, des dynamiques d'éloge et des rapports de force invisibles qui s'installent lentement. Le jeu procure une sensation très particulière, celle de construire quelque chose de fragile mais puissant. Chaque action a du poids, chaque faveur dépensée compte, chaque influence placée raconte une intention. Il n'y a jamais de tour vide. Même les décisions les plus modestes participent à une stratégie plus large, plus ambitieuse. Cette densité décisionnelle procure une satisfaction intellectuelle constante, renforcée par le fait que les réussites ne sont jamais accidentelles, elles sont méritées. La tension est remarquable par sa subtilité. Ce n'est pas une tension explosive, mais une pression continue, presque silencieuse, qui s'installe dès les premiers tours et ne retombe jamais. Chaque joueur observe les autres, surveille la croissance des loges, anticipe les complots en préparation. Le plateau devient un espace vivant, mouvant, où le moindre déplacement d'influence peut changer l'équilibre général. Le rythme est maîtrisé, fluide, parfaitement calibré pour maintenir l'attention. Les tours s'enchaînent rapidement, mais les décisions, elles, restent profondément engageantes. Cette alternance crée une dynamique idéale. Le jeu avance sans jamais perdre en intensité. L'ambiance est exceptionnelle. On ressent pleinement cette atmosphère de conspiration intellectuelle, de réseaux secrets, d'idéologie qui se diffuse dans l'ombre. Tout se fait sans fracas, mais avec une efficacité redoutable. Pax Illuminaten est un modèle de cohérence ludique. Les mécaniques ne servent pas simplement le thème, elles l'incarnent. L'influence ne conquiert pas, elle se négocie. Les loges ne se forment pas par la force, mais par affinité. Les complots ne s'improvisent pas, ils se construisent patiemment. Et la mécanique de Scheme est parfaitement brillante. Elle donne le sentiment de montrer un raisonnement, une chaîne d'idées, un plan idéologique qui se déploie carte après carte. Chaque capacité déclenchée renforce cette impression de manipulation fine et calculée. Même les affrontements via l'action Oust restent profondément thématiques. Rien n'est jamais garanti. Tout passe par un rapport de force intellectuelle où l'avantage se gagne par la préparation, jamais par la brutalité. C'est un jeu qui respecte son sujet, et cela se ressent à chaque instant. Il propose une courbe d'apprentissage exigeante, mais extrêmement valorisante. Le jeu fait confiance à l'intelligence des joueurs, et leur offre en échange une profondeur rare. Chaque partie enrichit la compréhension globale. On apprend à mieux lire les loges, à anticiper les revendications, à optimiser l'utilisation des faveurs, et surtout à gérer le timing. Cette progression constante crée un sentiment très gratifiant. On ne se contente pas de jouer, on progresse, on affine son regard, on développe une véritable expertise du système. C'est un jeu qui récompense l'investissement et transforme chaque nouvelle partie en une expérience plus riche que la précédente. La rejouabilité est impressionnante. Les cartes plot redéfinissent constamment les objectifs, les priorités changent, les loges à privilégier évoluent, et les stratégies gagnantes d'une partie ne sont jamais automatiquement transposables à la suivante. Les événements, la cour, la disposition de la carte et les interactions entre joueurs créent des configurations toujours renouvelées. Mais surtout, c'est la dimension humaine qui fait toute la différence. Chaque table raconte une histoire différente. Chaque groupe génère sa propre dynamique, son propre rythme, ses propres tensions. Le jeu s'adapte aux joueurs et non l'inverse. Le jeu solo est une véritable réussite. Les bots ne sont pas de simples obstacles. Ce sont des entités stratégiques autonomes, dotées de scripts clairs, cohérents et redoutablement efficaces. Leur comportement est lisible, mais jamais trivial. Ils exercent une pression constante sur la carte, forçant le joueur à s'adapter, à réfléchir et à anticiper. Le système de cartes plan, les priorités directionnelles et les complots spécifiques aux bots offrent une expérience solo profondément stimulante. On ne joue pas contre le jeu, mais face à une logique stratégique différente, presque étrangère, qui renouvelle complètement l'expérience. C'est un mode solo exigeant, immersif et parfaitement intégré au cœur du jeu. Pax Illuminaten est idéal pour les joueurs passionnés par les jeux de contrôle et d'influence, les amateurs de jeux profonds et cérébraux, les groupes qui aiment analyser, anticiper, débattre autour de la table, les joueurs recherchant une expérience ludique mature et exigeante. C'est un jeu qui s'adresse à celles et à ceux qui prennent plaisir à penser le jeu, à le comprendre, à l'explorer sur le long terme. Ce n'est pas un simple jeu de société, c'est une expérience stratégique complète, dense, élégante et profondément satisfaisante. Il demande de l'engagement, mais le rend centuple. Il demande de l'attention, mais offre une richesse rare. Il ne simplifie jamais, mais éclaire constamment. C'est un jeu qui assume pleinement son ambition, et qui, pour les joueurs prêts à y plonger, peut devenir une référence durable, presque intemporelle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à découvrir ce jeu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.